juin 2022, je termine un Erasmus de 6 mois à Trondheim. Une période studieuse. Et plutôt que de rentrer en France pour finir mes études, je préfère profiter de l'été pour aller parcourir les grands espaces du nord de la Norvège. Au programme, des paysages extraordinaires, une météo capricieuse, et tout ça dans un jour permanent. Dans ce 5e épisode, j'arpente les montagnes de Narvik. Après avoir retraversé les Lofoten en bus, je suis arrivé à Narvik, où j'ai tout juste eu le temps de faire des courses et de me racheter un téléphone avant de prendre le train. À la gare de Katterat, perdu au milieu des montagnes, je suis le seul à descendre. Bon, c'est plutôt cool, pour le moment il pleut pas. Par contre je me suis fait attraper par la brume. Et au loin on entend le klaxon du train dans la vallée qui résonne. Ça fait une drôle d'ambiance, c'est assez particulier. Après 10 km, j'arrive à la croisée des chemins. C'est ici que commence réellement la boucle que je vais parcourir dans le sens des aiguilles d'une montre. Deux Suédois qui étaient arrêtés près d'une petite cabane. On a discuté un petit peu. En fait, eux font la boucle dans l'autre sens, donc ils m'ont dit que c'était super beau et qu'il y avait une vallée qui était magnifique, mais qui était complètement enneigée encore. Donc on verra bien ce que ça donne quand j'y serai. Et ils m'ont dit que j'étais la première personne qui croisait en 5 jours. La vallée se déroule tout doucement, la solitude m'apparaît bien moins pesante que sur le plateau du Finnmark. Malgré les 20 kilos que j'ai sur le dos, je me sens léger, mes jambes avancent toutes seules. J'arrive au niveau du premier petit refuge qui est indiqué sur la carte. Je pense qu'il est fermé, mais je vais essayer de chercher un spot à côté. Peut-être que la météo joue aussi, mais je trouve que l'ambiance autour de toutes ces cabanes vides plantées au milieu de nulle part est toujours un peu étrange. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Après avoir souffert de la chaleur au Lofoten, le retour des nuits froides que je passe bien enroulé dans mon duvet est un vrai bonheur. 7 heures plus tard, voilà le pire moment de la journée. Bon allez, j'exagère un peu. Tous les matins, la perspective de devoir remettre mes vêtements humides me rebute, et tous les matins, au moment où j'enfile mes chaussures, je réalise que ça n'est franchement pas si terrible. L'avantage de passer l'été dans une région à la météo imprévisible, c'est que j'apprends à me contenter de peu. Attention, attention, énorme bout de ciel bleu. Voilà. Je ne sais pas ce qui provoque ça, si c'est le paysage ou le rayon de soleil qui tombe dessus, mais d'un coup, je prends conscience de la chance extraordinaire que j'ai d'être ici. L'aventure n'est pas finie et déjà, je pense à revenir. Je crois que je ressens ça à chaque voyage. C'est quand même fou. Pourquoi est-ce que je suis incapable de me satisfaire de ce que j'ai déjà ? Pourquoi penser à une prochaine fois hypothétique au lieu de profiter de celle-ci ? Peut-être parce que c'est réconfortant de penser que j'aurai d'autres occasions d'explorer ces paysages. Sauf que ça atténue aussi le caractère exceptionnel du moment. Et à l'inverse, admettre que ce voyage pourrait être unique le rend sans doute plus précieux, mais m'ajoute aussi une petite pression. Si je devais ne jamais revenir, alors il faut profiter. Profiter à fond, profiter de tout. Sauf que bizarrement, me répéter ça en boucle ne m'a jamais aidé à plus apprécier ce que je faisais. Parce qu'on ne peut pas se forcer à profiter. Au final, je ne sais pas vraiment quoi penser, et je continue à avancer en mettant ces questions de côté. Et dans le doute, je continue à échafauder de nouveaux itinéraires, en essayant d'oublier que les nuages me cachent peut-être des sommets que je ne reverrai jamais.
fin d'après-midi, j'atteins un nouveau refuge, lui aussi complètement désert. 100 mètres plus loin, je tombe sur une petite zone plate, alors je ne me pose pas de questions et plante ma tente ici. « 8h30, départ pour la 3e étape, qui risque d'être la plus difficile parce que faut monter dans une vallée qui est apparemment assez rocailleuse et dans la partie supérieure qui est encore enneigée. Donc je pense que ça peut être une journée assez fatigante. Je suis content de ne pas partir trop tard. Je vais prendre mon temps et puis on verra comment ça se passe. Bon, je ne sais pas comment elle va se finir, mais au niveau des paysages en tout cas, cette étape commence très bien. La voilà, la fameuse vallée des Suédois. Après quelques centaines de mètres, la boue laisse place à la neige. J'ai passé la première section sur la neige. Et maintenant, il me reste toute la montée jusqu'au col. Voilà, je vais vous présenter un peu la faune locale. Donc là, on a une maman tache et juste à côté, une bébé tache. Sur le moment, j'en rigole, mais dans le blanc de l'environnement, ces petites traces de peinture sont mon seul et unique repère. Ça y est, je suis au col. À partir de maintenant, ça devrait juste redescendre. La vision que j'ai de l'autre côté du col ne me plaît pas plus que ça. Apercevoir cette langue de glace qui affleure, couverte par les centaines de rochers qui se sont détachés de la montagne, ça n'est pas très rassurant. Et pourtant, dans cet environnement austère, il semblerait que je ne sois pas seul. Le gros avantage, c'est que la neige qui m'avait compliqué la tâche à la montée amortit maintenant mes pas et me permet de descendre beaucoup plus rapidement que si j'étais dans les rochers. Ça y est, la descente est terminée. À partir d'ici, il n'y a plus vraiment de sentier, mais je sais que les difficultés sont derrière moi, alors j'avance beaucoup plus sereinement que ce matin. Tout doucement, la vallée s'incurve vers le nord, et je me rapproche de l'intersection qui marquera la fin de la boucle. Je viens de passer les 20 km. Je suis toujours un peu fatigué. Des fois, j'ai l'impression que je vais m'endormir en marchant. Mais ça va. J'essaye juste d'être très vigilant dans toutes les zones où il y a des gros blocs, où il faut poser les mains, où il faut faire attention où on met les pieds. Et l'avantage, c'est que j'ai les chaussures pleines d'eau. Donc en fait, quand il y a des rivières à traverser, je cherche pas de gué ou quoi que ce soit. Je traverse là, parce que de toute façon, quand elles sont pleines d'eau, à la limite, ça renouvelle un petit peu. Donc à ce niveau-là, je gagne du temps, c'est plutôt pas mal. Finalement, j'atteins la croisée des chemins, épuisé par cette longue journée. Ce soir, je monte la tente en pilote automatique. Je ressens le manque de sommeil, le manque de nourriture, de contact humain aussi peut-être. Mais bizarrement, je me sens surtout heureux, satisfait. J'anticipe le moment où je pourrais m'allonger dans un lit ou croquer dans un burger, et le plaisir que je tirerai de ces choses-là, je le ressens en quelque sorte déjà. Ce matin, je pars vers la gare de Katterat. Techniquement, je suis en terrain connu, mais l'arrivée du soleil me permet de redécouvrir cette partie de l'itinéraire.
Ça y est, je suis de retour à la gare. La boucle est bouclée, mon périple au nord de l'Europe s'achève ici. Enfin, pas tout à fait. Dans mon sac, il reste un peu de muesli, quelques bars et 2 paquets de nouilles. Juste assez pour prolonger un peu l'aventure en prenant la direction d'Abisko. Abisko, c'est un petit village suédois, situé de l'autre côté de la frontière, à une 60aine de kilomètres. Et c'est surtout là-bas qu'on a terminé la Kungsleden l'été dernier, le trek qui m'a fait découvrir puis tomber amoureux de la Laponie. Je n'ai pas beaucoup d'images de cette section parce que ma GoPro m'a lâché et que j'avais perdu la motivation de filmer, mais je vais essayer de résumer ça rapidement. La première étape est magique. Je quitte la Norvège, puis les sentiers balisés. Les paysages sont magnifiques, le sentiment de liberté absolument incroyable, et mes jambes me portent pendant 38 km. Je m'arrête à 22h, baigné encore une fois par une incroyable lumière. Deuxième étape, je descends dans le parc national d'Abisko, et je rejoins pour quelques kilomètres la Kungsleden. Au troisième jour, guidé par les Croix-Rouges, je rejoins Abisko, où j'embarque dans un train qui me ramènera vers le sud. Voilà, c'est ici que s'achève l'aventure.